de 2001 à peu près à 2023, si vous prenez toutes les sommes publiées par les organisations internationales des détournements d'argent au Congo, mais on arrive pratiquement à près de 130 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on imagine pas même les crimes économiques au Congo? Mais c'est immense. Et c'est pour cela que sur le plan international, le Congo renvoie une image catastrophique parce qu'on ne comprend pas ce pays riche de tout, avec 80% de la population dans une misère indescriptible, au point de souffrir des maladies des villes sales, avec l'argent public. Denis Sassou Nguesso, en 5 ans, peut dépenser 1,2 million que pour des costumes. Mais entre-temps, là, avec la crise, on nous fait croire, attention, hein, le Congo n'est pas en crise. Chaque année, la richesse créée au Congo, c'est 3 000 milliards de francs CFA. Les économies volées, hein, les économies réalisées par le pouvoir grâce au vol, on atteint plus de 30 000 milliards. Ils peuvent rembourser les 6 000 milliards. Il ne faut pas prendre des Congolais pour des idiots quand même. Là, c'est prendre des Congolais pour des dindons. L'argent qu'ils ont partout. On vient de vous dire 2 hôtels privés, 10 millions d'euros. Mais pourquoi on ne peut pas les vendre et rembourser la dette du Congo? Et pourquoi on ne peut pas les vendre et financer les énergies au Congo? Pour éclairer une ville comme Brazzaville, on peut créer des parcs éoliens dans le fleuve Congo du côté des cataractes, puisqu'il n'y a pas de navigation. Donc, ce qu'on est en train de demander aux Congolais, M. Perrin, ce n'est pas de se serrer la ceinture. Nous, au CRC, on dit ils veulent que les Congolais se saignent jusqu'à la mort, puisque les Congolais ne peuvent même plus faire des trous dans leur ceinture pour serrer. Ils n'en ont plus les moyens. Lorsque le pouvoir est en train de devenir tyrannique, le peuple a le droit de se soulever. Lorsque le pouvoir est en train de tyranniser lui-même son propre peuple, ce pouvoir n'a plus de raison d'être, il doit être balayé par la révolte populaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir qui porte sur les crimes de pillage économique et financier du Congo-Brazzaville par les membres du clan Sassou Nguesso. Jamais un mois ou pas sans que ces derniers ne soient cités dans les scandales de vol, de corruption ou de détournement de deniers publics. Les toutes récentes révélations ont été faites par Le Canard enchaîné dans sa parution du 12 juillet 2023, citant le fils du dictateur de Brazzaville, Denis Christel Sassou Nguesso, surnommé Angualima, qui a encore volé les millions d'euros d'argent public du Congo-Brazzaville pour s'acheter 2 hôtels particuliers et luxueux en France. Celui de Neuilly a coûté 10 millions d'euros. Des travaux de décoration de son logement conçu rue Fresnel à Paris ont coûté 800 000 euros. Les chantiers immobiliers à 12 millions d'euros, sans compter l'assurance de son jet privé. Nous sommes déjà là à plus de 15 milliards de francs CFA d'argent du contribuable congolais volé par Christelle Denis Sassou Nguesso pour alimenter sa vie d'opulence. On en parle donc aujourd'hui avec Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales et porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier Mouni-Volo, et c'est un plaisir de vous avoir encore sur notre plateau. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est le plaisir est surtout pour moi d'échanger avec vous pour éclairer les Congolais sur la situation du pays, sur ces détournements massifs où on se demande jusqu'à quand, quand ça va s'arrêter et jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Donc, c'est toujours assez extraordinaire de lire les publications de la presse. En tout cas, merci d'avoir encore accepté notre invitation, Didier Mouni-Volo. Alors, en votre qualité de spécialiste des relations internationales, quelle image pour le Congo-Brazzaville dans le monde avec un régime non seulement totalitaire, mais aussi dont les acteurs s'illustrent par le vol, la corruption et les détournements en série des deniers publics? Mais l'image du Congo dans le monde, cher Christian Perrin, moi j'invite les Congolais de Brazzaville de regarder massivement, mais vraiment de regarder comment nos cousins d'en face,
à la RDC se moquent de nous, comment surtout les Ouest-Africains se moquent de nous. Non pas parce qu'ils nous méprisent, mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas. Pour vous donner un exemple, le président Denis Sassou Nguesso est allé en Côte d'Ivoire. Il était très content d'être intronisé, je ne sais pas, auréolé de quel titre traditionnel, de titre que même Alassane Ouattara ne convoite pas, Guillaume Soro ne convoite pas ce titre-là, Laurent Gbagbo non plus, Blé Goudé non plus, mais lui, il est content. Par contre, M. Perrin, regardez la réaction des Ivoiriens. Moi, j'ai vu les comédies ivoiriennes. Les Ivoiriens disent, ouf, nous avons bien joué le jeu. Sassou aime les titres. Il est venu, on lui a donné un titre traditionnel. On avait peur qu'il vienne nous réclamer les 300 milliards qu'il nous avait prêtés parce qu'on n'a pas fini de développer notre pays. Alors, oui. Vous voyez le ridicule. C'est-à-dire que les Ivoiriens se disent, il vient en visite officielle, donc il va réclamer l'argent qu'on lui doit, puisque lui-même, dans son pays, il est en crise, il a des situations dramatiques. Hein, je dis en passant, il semble-t-il une épidémie à Dolisie. Donc les Ivoiriens se disaient, tiens, il vient peut-être pour récupérer son argent, 300 milliards de francs CFA. Non, il est venu pour être intronisé chef traditionnel et les Ivoiriens étaient très contents de garder l'argent. Donc, j'invite les Congolais d'aller lire sur Internet ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan. Hein, c'est le syndrome de quelqu'un qui ne veut pas vieillir. Voilà, il veut garder une éternelle jeunesse. Mais non, à un âge donné, on accepte de passer. On accepte de passer le témoin. On n'est plus dans l'accumulation pulsionnelle et narcissique du matériel. On n'est plus là pour se faire voir, pour être beau. Non, on a dépassé. Didier Mouni-Volo, nous allons donc avancer. Alors, je vous invite d'abord à suivre ce reportage, bien entendu, de RFI, hein, qui rapporte évidemment les révélations du Canard enchaîné, de l'apparition, bien sûr, du 12 juillet 2023. Et on revient sur le plateau pour le commentaire. C'est le Canard enchaîné qui le révèle. Selon l'hebdomadaire, les juges en charge de l'enquête française sur l'affaire dite des biens mal acquis ont mis la main sur de nouvelles pièces compromettantes contre Denis Christelle Sassou Nguesso. Le fils du président du Congo-Brazzaville est accusé d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public. Sébastien Nemeth. Denis Christelle Sassou Nguesso aurait été bien imprudent. Le Canard enchaîné a obtenu des ordonnances des juges d'instruction révélant que le fils du président congolais serait lié à des sociétés écrans. En 2020 et 2022, les juges ont saisi 2 hôtels particuliers à Paris et Neuilly, des logements de luxe détenus par des sociétés congolaises. Selon l'article, l'hôtel particulier de Neuilly, qui comprend 7 chambres, 5 salles de bain, un salon de coiffure et un de massage, aurait par exemple coûté 10 millions d'euros. Or, d'après l'instruction, ces entités sont des sociétés écrans et le véritable propriétaire de ces biens, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Le journal fait le lien grâce à des documents signés de sa main au nom de ces sociétés. Il aurait ainsi paraphé une dizaine d'ordres de virement équivalent à 800 000 euros de travaux de décoration du logement Cossu rue Fresnel à Paris. Même chose pour 12 millions de chantiers immobiliers ou encore pour l'assurance d'un jet privé. Les enquêteurs auraient aussi établi que derrière une identité et une fausse adresse mail, Denis Christelle Sassou Nguesso transmettait ses ordres aux notaires et aux architectes. L'un d'eux lui répondait « Bonjour monsieur Denis », pas très discret, estime le Canard enchaîné. Son avocat lui estimait que le procès fait aux dirigeants africains est choquant. Selon maître Jean-Jacques Neuer, la France, représentée par sa justice, s'érige en moraliste, comme si elle disait que ces pays n'étaient ni souverains, ni capables de se juger eux-mêmes. Voilà, merci. Alors, voilà, vous venez là de suivre avec moi ce reportage un peu, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les détails, mais bon, on comprend tout de même le sujet. Quelle est d'abord votre réaction à ce reportage? Mais vous savez, lorsque je suis tombé sur ce reportage, je suis allé acheter d'ailleurs le numéro du Canard enchaîné. Je voudrais faire remarquer aux Congolais 2, 3 choses. La première chose, le Canard enchaîné, je pense que c'est un journal qui n'est pratiquement pas attaqué en justice lorsque ce journal satirique fait des publications. Parce que lorsque le Canard enchaîné parle des costumes de François Fillon, des diamants de Bokassa, et j'en passe, à chaque fois, ils étaient inattaquables. Pourquoi? Parce que ce sont des véritables journalistes d'investigation. Et donc, quand ils font une publication, ils publient 2, 3 informations, ils en ont certainement des centaines en réserve, et donc, les gens montrés du doigt, pointés du doigt, savent que si j'attaque en justice, eh ben, le Canard enchaîné va donner encore plus d'éléments
je vais non seulement perdre, mais sur le plan de l'image, ça va être catastrophique. Premier élément. Deuxième élément, lorsque C'est-à-dire une nous façon avons... de dire que le canard enchaîné est crédible et fiable, c'est ça. On peut Mais croire à M. ça. Perrin, le canard enchaîné dit, nous avons eu accès aux auditions, c'est-à-dire que Christelle Denis Sassou Nguesso a déposé devant les juges d'instruction et les policiers. Le canard enchaîné a récupéré les dépositions des protagonistes. Donc le canard enchaîné ne fait que, il fait seulement une photocopie d'un document. Le canard enchaîné n'invente rien, première chose. Deuxième chose, l'avocat de Denis Christelle Sassou Nguesso, il est français. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise la méthodologie judiciaire. Écoutez sa réponse. Il dit la justice française est moralisatrice. La justice française n'est pas compétente parce que c'est l'argent du Congo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, leurs avocats français qui sont très compétents ne prennent pas des arguments juridiques ou judiciaires pour défendre leurs clients, mais posent la question de la morale juridique. Mais c'est faux. C'est Et faux. c'est la question que moi j'allais vous poser. Lorsque l'avocat dit, par exemple, parce que là, il évoque même la souveraineté de la justice congolaise, et moi je me disais, mais puisqu'il ne dit pas si réellement ce qu'est reproché à son client est vrai ou faux, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne va pas sur la base d'une défense juridique, mais bon, voilà, le voilà qui bascule dans pratiquement la politique. Et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de la complicité de vol? Parce que ce monsieur est censé savoir que l'argent que son client a utilisé, évidemment, il a volé ça. Alors, l'avocat, on ne peut pas être poursuivi par rapport aux arguments qu'il utilise. Non, sauf si l'avocat lui-même est le cas emblématique que nous avons eu en France. C'est le cas de l'avocat de Nicolas Sarkozy qui aide son client à camoufler son identité en achetant un téléphone portable et puis enregistré au nom de Bismuth. Là, l'avocat se rend certainement coupable d'infraction pénale. Mais si l'avocat vient pour défendre le client et qu'il n'est pas à l'origine de la commission de la faute, on ne peut pas le poursuivre. Il fait son job. Voilà, il fait son travail, mais ce que nous devons retenir, c'est que dans les arguments des avocats, jusque-là, vous sentez qu'ils sont conscients que c'est de l'argent détourné, c'est de l'argent volé. Et c'est pour cela qu'ils savent que... Et d'ailleurs, dans le reportage, le journaliste pointe même la médiocrité du fils du président qui ne sait même pas camoufler son identité pour ce genre d'affaires. Les policiers sont même étonnés, quand ils récupèrent les documents, de très vite faire le lien avec lui, son père et puis tous les autres. C'est quand même curieux. Monsieur Perrin, en France, vérifiez, la loi finance interdit les espèces au-delà, je crois, de 2000 euros. Hein, il faut vérifier. C'est-à-dire qu'en France, vous ne pouvez pas acheter un bien qui coûte 3000 euros en espèces. Vous ne pouvez pas rémunérer les gens en espèces, c'est interdit. Donc, lorsque le chauffeur, on arrête son chauffeur et il a 90 000 euros et que Christelle Denis Sassou Nguesso dit que c'est pour rémunérer les services dont il a bénéficié, c'est déjà illégal en France. Il parle là donc de la corruption. Il faut entendre par là la corruption. Il va rémunérer qui, par exemple? Mais bien sûr. Parce qu'en France, lorsqu'on rémunère, il faut fournir forcément une facture. C'est pour cela que même les petites boutiques ont des machines pour fournir les factures. Donc, il ne peut pas dire qu'il a... mais Ebata, Lucien Ebata, je crois, avec le journal Libération, c'était déjà ça. Il dit 500 000 euros, c'était les factures payées par les fournisseurs ou les clients, je ne sais plus comment il a... Mais tout de suite, la somme de 500 000 euros, il faut justifier. Je vous donne une jurisprudence, monsieur Christian Perrin. L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, pourquoi il est allé en prison? Mais parce qu'il n'a pas su justifier une somme d'environ 500 000 euros où il disait qu'il avait vendu des tableaux, mais il n'a pas fourni les factures de vente des tableaux. Et il s'est retrouvé avec 5... En Europe, en Occident, de façon générale, vous ne pouvez pas vous retrouver avec 10 000 euros dans vos poches et vous n'êtes même pas capable matériellement de justifier la provenance des fonds. Donc, on voit même la médiocrité et les avocats le savent. C'est pour cela qu'ils parlent de la morale judiciaire en disant la justice française met en cause la souveraineté nationale du Congo, le Congo est souverain. Moi, j'ai même entendu pour les vieilles affaires
Asie Dominique de Marseille dire « Mais le peuple congolais ne se plaint pas, pourquoi la justice française se plaint ?» Vous voyez? Donc, on reconnaît que Oui, mais c'est vrai. c'est un narratif, en fait. Enfin, c'est tout ce club-là qui résonne désormais comme ça, à commencer par lui-même, le chef de gang. Bon, voilà. Oui, mais Et Denis nous avons Sassou Nguesso entendu sur France également 2 a Anatole tenu Kolini le Makosso même tenir ce argumentaire même en langage. disant les Congolais ne se plaignent pas, c'est l'argent du Congo. Si les Congolais ne se plaignent pas, de quoi se mêle la justice française? Mais déjà, l'élément de satisfaction dans ce genre d'argumentaire, c'est déjà de dire, OK, au moins ils reconnaissent qu'ils volent l'argent de l'État congolais. Maintenant, c'est à nous, Congolais, de dire comment nous allons réagir face à de tels Oui, mais comportements. est-ce qu'il est interdit, évidemment, à ces ONG internationales, on dit bien ONG internationales, est-il interdit à ces ONG, évidemment, de fourrer ou de mener ces enquêtes? Parce que ça aussi, il faut le démontrer. Et je disais une fois, je crois que c'est sur ce plateau, je recevais quelqu'un, je disais, mais le Congo doit se souvenir qu'il a ratifié plusieurs conventions internationales. Et C'est ces ça. conventions protègent les droits des populations. Dès lors que ces droits sont violés, par exemple au Congo, les droits humains sont violés, évidemment, les conséquences de l'argent volé, la corruption, les détournements font que les Congolais n'ont pas les structures de santé qu'il faut, ils n'ont pas les écoles qu'il faut, ils meurent à l'hôpital pour un rien, il n'y a pas de seringue, pas de gants. Tout ça, c'est la violation des droits humains. Et pourquoi ces ONG ne devraient pas intervenir? Au contraire, au contraire. En politique internationale, vous avez ce qu'on appelle les acteurs. Alors, vous avez par exemple la théorie réaliste qui dit l'État est un acteur principal de la politique internationale ou des relations internationales. Mais depuis plusieurs années maintenant, vous avez des organisations internationales non gouvernementales comme Transparency, International Transparency, qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire qui mènent des enquêtes sérieuses pour dénoncer le comportement de certains États qui favorisent la corruption. Par exemple, on a pu dénoncer les paradis fiscaux. Et en France, un des chantres de cette défense était même un homme politique, Arnaud Montebourg, qui a mené une bataille dans la remise en cause des paradis fiscaux. Donc, les organisations internationales non gouvernementales, mais je vous prendrai par exemple une organisation internationale qui est très connue, c'est Médecins sans frontières, hein, ou les Médecins du monde. Ce sont des organisations internationales non gouvernementales, mais qui peuvent être consultées par l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, pour leur donner une analyse sur telle ou telle situation. Sherpa, c'est une organisation internationale. Donc, c'est des acteurs, ils ont le droit d'enquêter lorsque il y a des transactions financières douteuses pour condamner. Mais il faut savoir que les ONG sont d'abord au service des populations et non pas des États. Lorsque les ONG dénoncent le comportement des États, c'est pour pousser les États à ne pas utiliser l'argent dans la corruption, mais plutôt dans le bien-être des populations. Le but des ONG, si je prends le cas du Congo, c'est que l'argent du pétrole congolais doit être utilisé au moindre centime pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, l'argent, une grande partie de l'argent de notre pétrole, 14 000 milliards, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même en 2006 qui vient au Parlement, qui dit, suite à une augmentation de la production et à une flambée du prix de baril de pétrole, j'ai 14 000 milliards, je vais ouvrir un compte de stabilisation où on va mettre cet argent au titre des générations futures. Personne n'a mis le couteau sous la gorge de Sassou. Mais maintenant que cet argent a disparu, évidemment, les ONG sont obligées de se poser la question, comment on crée une écriture comptable pour épargner l'argent et on dit que cet argent a disparu sans créer d'autres écritures comptables. Il y a forcément dans la banque où on avait déposé les 14 000 milliards des écritures comptables qui vont démontrer que cet argent a été sorti et parti à quel moment, pour quelle destination. Et donc, ça, c'est Évidemment, pendant que vous dites que cet argent a été sorti et envoyé, disons, a pris une autre destination, nous avons reçu également sur ce même plateau Michel Sambou qui nous témoignait sa conversation avec l'ancien ministre des Finances, Mathias Nzon, qui lui aurait dit que ses amis à lui avaient dit que Denis Sassou Nguesso et son fils ont déplacé ses comptes vers, bon, là on ne sait pas où est-ce qu'ils ont amené cet argent. Mais de toute façon, les Congolais sont derrière cet argent et des activités se mènent et cet argent devrait normalement être rendu.
Alors, l'article 54 de la Constitution congolaise du 6 novembre 2015 stipule, je vais rappeler cela à nos téléspectateurs, tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption et de dilapidation des deniers publics est interdit et reprimé dans les conditions prévues par la loi. Alors, pourquoi donc, malgré toutes ces révélations faites par les ONG internationales, même s'ils ne veulent pas entendre ça, et des procès engagés à travers le monde, ça on peut le démontrer, il y a des exemples, que ce soit à Paris, là par exemple, le procès sur, disons, les biens mal acquis rebondit encore, et nous savons qu'aux États-Unis, à Miami bien entendu, Denis Christel Sassou Nguesso s'est mis à dos la justice américaine, Américaine, oui. et souvent, soit ces biens-là, donc achetés avec de l'argent volé au Congo, ces biens-là soit sont saisis, soit revendus. Ce sont des preuves. Ça démontre qu'évidemment, ils ont volé de l'argent et ils sont allés acheter des biens immobiliers ailleurs. Alors, ma question, c'est de savoir pourquoi, malgré toutes ces informations, la justice congolaise ne s'est jamais autosaisie. Mais tout simplement parce que la justice congolaise est faible. Il appartient aux magistrats. On le voit hein, dans d'autres pays. Apparemment, elle n'existe même pas. Je vous rappelle que en République centrafricaine, je crois que c'est la présidente de la Cour suprême qui a pris son courage pour dire au président, la loi ne vous autorise pas de changer la Constitution. Elle a été débarquée, mais au moins elle est partie avec sa conscience libre. Voilà. Ce qu'il faut rappeler aux Congolais, Monsieur Perrin, vous avez dit que dans le reportage, on entend bien qu'il y a deux hôtels particuliers, Particulier, oui. valeur moyenne 10 millions 10 d'euros. millions d'euros. Voilà. Dès lors que vous avez cette information dans le canard enchaîné, relayée par la presse audiovisuelle et que le dossier est en justice, sachez-le, Denis Christel Sassou Nguesso a perdu ses biens. C'est fini. Dès lors qu'il y a eu une enquête en cours, il les perd. Avant, qu'est-ce qui se passait? Quand Non, le Congo a perdu de Le l'argent Congo parce a qu'il a perdu, volé mais cet oui, c'est argent-là 10 aux millions, Congolais. 10 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Christelle Denis Sassou Nguesso, je rappelle, et je l'ai toujours rappelé, son grand-père était chasseur-pêcheur. Son père, Denis Sassou Nguesso, quand il est né, sa destinée était chasseur-pêcheur. Christelle Denis Sassou Nguesso, du point de vue de la généalogie, il ne peut pas démontrer qu'il est héritier pour avoir 10 millions d'euros. Ça, ce Il n'est n'est pas pas possible. issu d'une Donc, famille industrielle, non, et ça c'est pour n'existe cela pas. qu'ils sont accrochés aux finances publiques. Donc, tout cet argent, c'est l'argent du Congo. Et les biens, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années, en France notamment, quand on saisit les biens, la justice ne les garde plus. Parce que quand la justice gardait les biens étaient entretenus aux frais de l'État français, ce que la France ne fait plus. Donc, ces biens sont très vite vendus. L'argent de vente est dispatché dans différentes banques. Si le jour du procès, Christelle Denis Sassou Nguesso gagne, on lui rend l'argent. Mais comme ils ne gagneront jamais, cet argent continue à circuler dans les banques françaises et où les Congolais meurent de faim, meurent de pathologies spigoloses, adolysie, meurent de faim au nord du Congo. Dans le Poul, on connaît le désastre. Et tout ça, alors que le Congo, de 2001 à peu près à 2023, si vous prenez toutes les sommes publiées par les organisations internationales des détournements d'argent au Congo, mais on arrive pratiquement à près de 130 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on imagine enfin, même les crimes économiques au Congo? Mais c'est immense. Et c'est pour cela que sur le plan international, le Congo renvoie une image catastrophique parce qu'on ne comprend pas ce pays riche de tout, avec 80% de la population dans une misère indescriptible, au point de souffrir des maladies des villes sales. Ce qui se passe à Dolisie, ce sont des pathologies d'hygiène. Ce n'est même pas un virus transporté par un animal. Ou encore ce qui s'est passé Et avec le Covid. évidemment, mais c'est là la question finalement. Ils ont dilapidé plus de 130 000 milliards, vous l'avez rappelé tout à l'heure, soit autour de 222 milliards de dollars américains. Et avant cela, vous avez même rappelé les 14 000 milliards. Donc, en fait, c'est même le double, s'il faut le dire, de la dette globale du Congo,
qu'ils ont, eux, détournés et planqués dans les paradis fiscaux. Et pour trouver une solution à la crise que eux ont créée, pour avoir volé tout l'argent des Congolais, du contribuable congolais, ils sont allés au FMI. Et le FMI leur exige d'appliquer un certain nombre de mesures. Et ces mesures, aujourd'hui, c'est l'augmentation du prix du carburant, de l'eau, de l'électricité, avec tout ce que cela va entraîner. Et c'est là où, finalement, je vais vous poser la question, comment se fait-il que ceux qui ont volé de l'argent sont encore au gouvernement, circulent tranquillement et librement dans les rues de Brazzaville, de Pointe-Noire, disons au Congo, ça voyage, ça revient, tout le monde les voit. Et lorsqu'il s'agit d'appliquer les mesures, c'est la population qui doit consentir les sacrifices. Vous, au niveau du Congrès pour la renaissance du Congo, le CRC, comment vous analysez la situation actuelle du Congo-Brazzaville? Mais vous savez, avec Denis Sassou Nguesso, c'est toujours le même refrain. On privatise les richesses du Congo, on privatise la richesse créée, 14 000 milliards on a privatisé, mais dès lors qu'il s'agit de se serrer la ceinture, on nationalise, on rend collectif la responsabilité. J'ai suivi Koliné Makosso, le Premier ministre Koliné Makosso sur France 24, qui vantait les mérites de son gouvernement, les plateaux techniques, il en a cité, il dit comme ça des phrases en l'air, il dit des anathèmes, mais il ne vous donnera aucun chiffre. Il n'a jamais un bilan chiffré. C'est un bilan, c'est comme le roman, quoi. Vous lisez un Politiquement roman. politique, voilà. Mais même pas politique, M. Perrin. Hein, en politique, on donne des chiffres. Pour vous donner un exemple, chemin de fer entre la RDC, la Zambie et l'Angola pour exporter les matières premières parce qu'en passant par les ports du Kenya, c'est difficile. Conclusion, plus de 2000, 3000, je crois, ou 2000 emplois directs créés. Ça va permettre le développement et la croissance des villes. Ça va permettre d'améliorer les conditions de vie des ménages. Combien d'emplois? Combien de... Voilà. On essaie de donner des chiffres pour que les gens comprennent. Avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, quand il y a croissance économique, même au niveau mondial, l'exemple des 14 000 milliards, c'est pour eux. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, pendant ce temps-là, quand on demande aux Congolais de se serrer la ceinture, Edgar Nguesso, responsable du domaine présidentiel, débarque en France, c'est ce que dit le Canard enchaîné, il achète 120 costumes, 80 chemises. Je ne suis pas sûr que Bill Gates, je ne suis pas sûr que Elon Musk a 120 costumes et 80 chemises. Eux qui sont des milliardaires de leur propre argent. Mais nous, avec l'argent public, Denis Sassou Nguesso, en 5 ans, peut dépenser 1 200 000 € que pour des costumes. Mais entre-temps, là, avec la crise, on nous fait croire, attention, hein, le Congo n'est pas en crise. Chaque année, la richesse créée au Congo, c'est 3 000 milliards de francs CFA. Les économies volées, hein, les économies réalisées par le pouvoir grâce au vol, on atteint plus de 30 000 milliards. Ils peuvent rembourser les 6 000 milliards. Il ne faut pas prendre des Congolais pour des idiots quand même. Là, c'est prendre des Congolais pour des dindons. L'argent qu'ils ont partout. On vient de vous dire 2 hôtels privés, 10 millions d'euros. Mais pourquoi on ne peut pas les vendre et rembourser la dette du Congo? Et pourquoi on ne peut pas les vendre et financer les énergies au Congo? Pour éclairer une ville comme Brazzaville, on peut créer des parcs éoliens dans le fleuve Congo du côté des cataractes puisqu'il n'y a pas de navigation. Donc, ce qu'on est en train de demander aux Congolais, M. Perrin, ce n'est pas de se serrer la ceinture. Nous, au CRC, on dit ils veulent que les Congolais se saignent jusqu'à la mort, puisque les Congolais ne peuvent même plus faire des trous dans leur ceinture pour serrer. Ils n'en ont plus les moyens. Allez à Donizy, dites aux populations de Donizy, se serrer la ceinture. Ils font comment? Avec la crise qu'ils sont en train de vivre. Allez dans le pool qui est abandonné depuis 26 ans. Oui. Comment on peut se serrer la ceinture? On va mettre le trou à quel niveau? Allez dans la Likwana. La Likwana est abandonnée à elle-même. Dans la Likwana, on fait parfois 3 mois, les gens ont les pieds dans l'eau. Mais quand Koliné Makosso dit aux gens de la Likwana de se serrer la ceinture, en fait, ils vont faire comment? Est-ce que parce qu'ils se sont aussi, pardon Didier, est-ce parce qu'ils se sont aussi rendus compte que les Congolais ne font rien, on peut continuer à marcher sur eux? Écoutez, nous avons plusieurs fois répété
qu'il n'y a qu'une seule solution pour se sortir de cette situation, c'est la révolution du fleuve. Aujourd'hui encore, j'écoutais la presse internationale où on rappelait la Constitution américaine ou toutes les constitutions qui disent lorsque le pouvoir est en train de devenir tyrannique, le peuple a le droit de se soulever. Lorsque le pouvoir est en train de tyranniser lui-même son propre peuple, ce pouvoir n'a plus de raison d'être, il doit être balayé par la révolte populaire. Comment voulez-vous? Et d'ailleurs, écoutez, monsieur Collinet Makosso, il dit, nous demandons que les 65% d'augmentation des prix des énergies, on commence par le super, parce que le super au Congo est utilisé par les nantis. Du point de vue juridique et du point de vue sociologique, comment monsieur Collinet Makosso définit les nantis au Congo? Les nantis, c'est les enfants héritiers de quoi? De qui? De quel empire? Les nantis, probablement ceux qui se sont enrichis illicitement avec l'argent du Congo, bien Donc, entendu, on les le connaît. Premier ministre congolais informe l'opinion nationale et internationale que nous sommes enrichis au détriment du peuple, mais on demande quand même au peuple de se serrer la ceinture. C'est vraiment une farce. On appelle ça vraiment une farce. Quand on voit tout ce qu'ils ont accumulé comme richesse, la presse internationale n'arrête pas d'en parler depuis plus de 10 ans. Je pense que si M. Collinet Makosso est sérieux, le prochain conseil de ministres, peut-être demain, il faut qu'il dise aux gens, nous allons rapatrier une partie de l'argent ou la totalité de l'argent volé pour s'occuper des Congolais, mais nous n'allons pas augmenter de 65% le prix des énergies. Ça, ce n'est pas Alors, mais possible. pendant que vous parlez évidemment du rapatriement de l'argent volé, il faut aussi rappeler à nos téléspectateurs que selon une enquête menée par Global Witness, qui révélait d'ailleurs que Denis Christian Sassou Nguesso, alors patron de la SNPC, qui s'occupe du pétrole congolais, avait prêté plus de 1000 milliards de francs CFA. Je dis bien plus de 1000 milliards de francs CFA à des entités non identifiées. Comme quoi, jusqu'à ce jour, cet argent n'est plus jamais revenu dans les caisses ou au trésor public congolais. Seule Christelle sait où sont passés ces 1000 milliards. C'est l'occasion ou c'est le moment de rapatrier cet argent, de demander à ces entités de rembourser l'argent au lieu de mettre un nœud au cou des Congolais avec les mesures du FMI. Pourquoi Anatole Collinet Makosso n'interpelle-t-il pas Denis Christian Sassou Nguesso pour qu'il ramène les 1000 milliards de francs CFA d'argent du contribuable congolais? Mais je veux vous dire, monsieur Perrin, pourquoi? Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit une fois de plus. Ces gens-là n'aiment pas les Congolais. Bon, ces gens n'aiment pas les Congolais. Tout État existe pour protéger sa population. Les richesses, c'est pour protéger, améliorer, éduquer, enseigner, soigner, donner du travail aux populations. Lorsque vous dites qu'il y a 1000 milliards prêtés à des entités qu'on ne sait pas qui elles sont, où elles sont, comment ça s'est passé, et que les Congolais se retrouvent dans cette situation de misérabilité, mais à aucun moment on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais regardez même comment les dirigeants au Congo vivent au quotidien. Ils sont insouciants. Ils n'arrêtent pas de faire leur fête. Ils n'arrêtent pas de danser. Laissons les Congolais aller manger dans les restes des poubelles qu'ils laissent. Mais ça ne les intéresse. Ils n'ont même plus la conscience de l'être humain. C'est pour cela que aujourd'hui, je ne vois pas d'autre issue, même quand on dit, bon, il faut que l'argent revienne, il faut rapatrier l'argent, c'est la seule solution. De toute façon, le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé un État, ce n'est pas leur vocation. Le FMI et la Banque mondiale agissent sur des politiques macroéconomiques, c'est-à-dire sur des politiques budgétaires. Vous dépensez le centime que vous gagnez. Mais ces genres de politiques dites d'ajustement structurel, parfois d'ajustement structurel renforcé, créent plus de misère parce que ça laisse beaucoup de gens sur le carreau. Mais la question du FMI et de la Banque mondiale, c'est la régulation économique et financière, de sorte que l'État ne dépense pas le centime qu'il n'a pas. Or, l'État, dans la définition primaire, juridique, philosophique, c'est la protection de la collectivité
est capable de dépenser plus que ce qu'il a pour protéger sa population, notamment lorsqu'il y a des inondations, des tremblements de terre, des épidémies. L'État est obligé de dépenser au maximum pour protéger la collectivité. Et c'est toute la différence, sans aller très loin dans des explications économiques, c'est toute la différence entre l'État et le marché. Le marché, c'est là où les capitalistes, les hommes d'affaires protègent leurs intérêts personnels. Mais l'État, lui, il est pour protéger les intérêts du peuple. Donc, s'il faut dépenser des dollars, des milliards d'euros pour protéger la population, l'État a vocation à le faire, ce que ne ferait pas une entreprise parce que ce n'est pas le but de son existence. Pendant que nous parlons de l'argent planqué dans les paradis fiscaux, et tout le monde le sait, c'est juste un rappel, parmi les 6 dignitaires du pouvoir, notamment Gilbert Ondongo, Jean-Jacques Bouya, Denis Christel Sassou Nguesso, Lucien Ebata et Richard Jean, Bruno Richard Itoa, et voilà. Alors, parmi ces dignitaires qui ont le plus volé d'ailleurs l'argent du Congo-Brazzaville, disais-je, il y a Christelle Denis Sassou Nguesso. Et j'ai sous mes yeux l'extrait du rapport des Panama Papers que je vais me faire le plaisir d'ailleurs de rappeler à nos téléspectateurs, juste pour comprendre l'ampleur des dégâts causés par ceux qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville et particulièrement par Denis Christel Sassou Nguesso. Voici ce que ça donne ici. À lui seul, il a planqué plus de 2000 milliards. Là, ce n'est plus 1000 milliards, 2000 milliards. Reparti comme suit. Je vais prendre quelques minutes là-dessus. 541 milliards de francs CFA à la banque privée d'Andorre, 262 milliards de francs CFA à Geski Bank, nous sommes là au Gibraltar, c'est ça. 98 milliards à EFG Bank Limit, toujours Gibraltar, c'est ça, Gibraltar, pardon. Nous avons aussi 360 milliards de francs CFA à Fidelity Bank Limit, ça, nous sommes dans les îles Calimans. 36 milliards de francs CFA, nous sommes là dans, je crois, voilà, toujours à KN West Bank and Trust. Nous avons 276 milliards de francs CFA à Arab African International Bank. Là, nous sommes, je crois, à Dubaï. 29 milliards de francs CFA à la banque of Sharjah. Nous sommes aussi toujours à Dubaï. 42 milliards de francs CFA à Maline Banking. Nous sommes au Singapour. 204 milliards de francs CFA à la Bank of China Limit, là c'est Hong Kong. 4 milliards de francs CFA, la banque de Mauritius, c'est ça, l'île Maurice. Donc, soit un total de 2000 milliards de francs CFA. 2000 milliards à lui seul. Parce qu'évidemment, il y a aussi Jean-Jacques Bouya, mais bon, aujourd'hui, on va se concentrer d'abord sur Christelle Denis Sassou Nguesso. Donc, en dehors de ce que le Canard enchaîné vient de révéler, c'est ce que nous sommes en train de dire tout à l'heure, on connaît l'affaire de Miami avec 50 millions de dollars volés au trésor congolais. Nous avons les 1000 milliards prêtés aux entités non identifiées. En fait, à bien voir, ce sont des sociétés écrans que eux créent en fait. Donc, ils font semblant de faire des prêts à ces sociétés-là, 1000 milliards. Et le rapport des Panama Papers révèle que Denis Christel Sassou Nguesso a planqué 2000 milliards de francs CFA. Et donc ici, on peut donc se poser la question de savoir comment est-ce que ce monsieur, après toutes ces informations, continue à être dans un gouvernement, et ce gouvernement qui demande à la population de consentir les sacrifices. Et ici, il n'y a aucune interpellation. Monsieur Perrin, tout ce que vous venez de citer, vous allez voir que les pratiques ont évolué même au niveau du PCT et du pouvoir. C'est très choquant, les chiffres que vous avancez. Moi, une fois de plus, je les mets en parallèle avec la misère
des Congolais qui n'ont pas d'eau, d'électricité, qui n'ont rien à manger. Mais vous dites, comment se fait-il qu'ils continuent à rester dans... Mais l'impunité, le vol, la corruption, le gangstérisme sont érigés en valeur cardinale au Congo. Et donc, même, et une fois de plus, la dictature ne s'installe que là où l'État est faible, là où la justice est faible et là où le peuple est faible. Il appartient au peuple congolais, mais vraiment de se lever. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, M. Perrin, en parlant des détournements. Ils ont mis en place un nouveau système de détournement de fonds publics parce que jusque-là, on les accuse de sortir l'argent, l'appartement acheté par Claudia Sassou Nguesso à sa fille à la Trump Tower, c'est l'argent, 70 millions de dollars qu'elle va chercher comme ça. Mais regardez ce qu'ils ont fait ces derniers temps. C'est très officiel. Hein? Les rares qui gagnent les marchés publics, c'est maintenant les enfants de Sassou. Il y a une fille de Sassou qui a gagné le marché public pour faire la pub de Télé Congo et la pub de la société d'électricité. Hein, on voit la photo où elle signe les accords avec le PDG de la société Et c'est elle qui, d'électricité. en réalité, gère actuellement la société de Voilà. distribution d'électricité au Et Congo. une autre C'est fille, ce qu'on ne nous dit semble-t-il, pas, en fait. et une autre fille, semble-t-il, vient de gagner le marché public à 10 milliards de francs CFA par an pour fournir les équipements militaires à l'armée. Donc, les tenues, je ne sais pas, les chaussettes, les caleçons. Donc, voilà la nouvelle stratégie du En pouvoir. dehors de celle qui a le marché des cartons de passeport. C'est ça. Or, juridiquement, même au Congo, vous pouvez vérifier, demandez aux avocats. Vous faites souvent appel à des avocats sur votre chaîne, posez-leur la question. Juridiquement, les enfants du président, les enfants des ministres, la famille des hommes politiques ont interdiction de concourir lorsqu'il y a des appels d'offres. Parce qu'il y a trafic d'influence, il Et y a... donc, Didier Mouni-Volo, c'est la preuve qu'il se partage le gibier qui est le Congo, finalement, il se le partage comme un gibier, finalement. Le diagnostic posé, les Congolais ont oublié peut-être aujourd'hui. Le diagnostic a été posé par Bernard Bakana Kolelas, paix à son âme, pendant les campagnes électorales de 1992. Il a dit très exactement, je cite mot à mot, le PCT a formé une république de chèvres. Ils se sont mis tout autour des finances de la République et ils ont commencé à brouter en règle. Le verbe brouter est devenu célèbre à l'époque. Voilà, ceux qui s'intéressaient à la politique à l'époque, entre la conférence nationale et les élections de 92, le boucoutage. Et comment on appelle ça? Les Kunzu, Iti Osetumba, dit très exactement à Milongo, on peut vérifier les bandes, que tu t'excites pour rien. On n'a pas fait que boire le lait. Nous, on boit le lait et on vend la vache. On mange la vache. Voilà. On a bu le lait et on a mangé la vache. Donc, le pétrole, il n'y a plus rien. Et les Congolais reprennent espoir quand on découvre les gisements de Nkossa. Et c'est là où la machine repart encore. Mais le Kunzu a dit très exactement, nous avons bu le lait et nous avons mangé la vache. Vous n'aurez rien. Comme pour dire qu'ils avaient tout bradé. Oui, ils avaient tout bradé. Donc, c'est une méthode qui relève même de l'état d'être psychologique. Et lorsque un comportement relève de l'état d'être psychologique, je vous dis, ça fait 26 ans, je dis aux gens, faites ce que vous voulez, ils ne changeront pas. Écoutez, M. Perrin, ils peuvent se dire, tiens, ce que vous avez cité comme chiffre, ils peuvent dire, nous avons tout ça, à compter d'aujourd'hui, nous allons maintenant utiliser les richesses du Congo pour les Congolais. Le pays marchera chaque année entre 3 000 et 5 000 milliards de francs CFA. Si on décide d'arrêter le gaspillage aujourd'hui, en 2025-2026, les Congolais seront bien. Mais regardez, pendant 26 ans de vol, de pillage, de corruption, d'évasion de notre richesse. Jusqu'où ils vont arrêter? Ils n'arrêteront jamais parce que ce n'est même plus des choses à discuter, c'est au plus profond de leur être, au plus profond de leur être psychologique. Et lorsque ça atteint le niveau psychologique, faites ce que vous voulez, il faut les psychiatres pour les soigner. Mais pourquoi toute cette méchanceté contre les Congolais qui ne leur ont rien fait? Alors, donc, nous parlions des conséquences du vol, de la corruption, des détournements en série des deniers publics. Et une des conséquences, vous l'avez déjà amorcé d'entrée de jeu, on parlait déjà de l'épidémie shigellose.
qui vient d'être déclarée au niveau de Dolisie, troisième ville du Congo-Brazzaville. Plus de 1000 cas ont été déjà recensés, avec quelques décès déjà signalés. Mais ici, la population déplore un peu la négligence avec laquelle le gouvernement gère cette situation. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça fait pratiquement 2 mois. On a tergiversé autour et c'est maintenant, je crois, dans les 48 heures qui viennent de passer, que le gouvernement commence un peu timidement d'ailleurs à en parler. Mais si vous vous souvenez, M. Perrin, la dernière fois que je suis passé sur votre chaîne pour analyser le bilan entre autres, de Colline Makosso, je vous ai dit que en plus de l'incompétence, le Premier ministre Colline Makosso tombe dans le mensonge grossier. Souvenez-vous qu'il a dit très exactement que des 12 batailles, il y a donc l'achèvement de l'hôpital de Djiri, l'hôpital de, comment ils appellent ça, l'hôpital à Pointe-Noire, et puis Ngoyo, oui. l'hôpital de Ngoyo, merci, et puis les hôpitaux ont été renforcés à Dolisie et tout, donc il y a des plateaux techniques partout. Mais comment il explique qu'il y a un problème de santé publique à Dolisie et les gens ne meurent pas parce qu'ils ont la diarrhée, les gens ne meurent pas parce qu'ils ont la fièvre, les gens ne meurent pas parce qu'ils ont ces bactéries ou ces microbes dans leur corps. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas les soins. Vous savez, quand quelqu'un souffre de diarrhée, de fièvre, de vomissement, le corps se déshydrate très vite, puisque de par l'action de la diarrhée et des vomissements, on perd les os. Et l'eau, c'est 70% du corps physique. Donc, lorsqu'on perd les os, il faut boire. Il faut avoir des produits, des médicaments qui peuvent permettre au corps de se réhydrater très vite. Or, c'est ça qui manque. Et c'est pour cela que les gens meurent. Et c'est pour cela que les gens vont mourir par manque de médicaments. Le plus dramatique dans ça, nous, personne n'en parle, le gouvernement n'en parle pas. Nous ne savons même pas si le Congo a un ministre de la Santé. On ne sait pas si le Congo a une direction générale de santé publique. On ne sait pas si le Congo a une direction régionale de santé dans le Niari. Et comme par Et ce magie, qu'on a vu, curieusement, Didier Mounivolo, c'est Pierre le ministre Mabiala qui est allé Madiala, faire, un don. un don. Voilà. Donc, c'est la première fois dans l'histoire politique des États modernes, et il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça, alors même que le ministre d'État, il a entre ses mains tous les moyens de la République pour répondre à une situation sociale. Non, 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 il fait des dons. Mais à quel moment il utilise le budget de l'État pour répondre à une situation de santé publique? Parce que je rappelle que cette maladie, c'est parce que les gens manquent d'eau. On boit l'eau de rivière, on boit l'eau de puits. Et je disais déjà il y a quelques années que l'eau comment on appelle, des nappes phréatiques, ce n'est pas de l'eau potable. Parce que les nappes phréatiques peuvent être contaminées. Pourquoi je dis que c'est un problème d'hygiène publique? L'hygiène publique, c'est l'ancien nom du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, on l'appelait d'abord le ministère de l'hygiène publique. Les saletés qu'on laisse, les poubelles qu'on jette partout, les Oui, inondations. Didier Mounivolo, on va tout à l'heure parler des probables causes de cette épidémie, mais moi, je veux qu'on reste d'abord sur Pierre Mabiala, parce que cette image m'a intéressé. Un ministre du gouvernement qui va faire don, alors que il y a là, on vient de déclarer une épidémie. À côté, il y a un gouvernement, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un ministre de la Santé. Pierre Mabiala n'est pas ministre de la Santé, Il est encore qu'il ministre aille du faire territoire. don. Il est ministre Ça prête à du foncier, confusion, je c'est une crois. diversion, finalement. Avec l'argent de qui? Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent? Parce que tout ça aussi, il faut qu'on commence à regarder où est-ce qu'il trouve l'argent pour aller faire ses dons et pourquoi aller faire un don là où le gouvernement est attendu pour agir conséquemment. Si je suis gentil comme vous, je dirais que c'est une diversion. Mais moi, je suis souvent sévère. C'est de la médiocrité politique et gouvernementale. Ces gens-là ne savent même pas qu'ils gouvernent un État. Ils ne savent même pas c'est quoi être ministre. Parce que tout de suite, si vous dites c'est une épidémie, ça suppose qu'il faut mettre en place une commission pour gérer l'épidémie autour du ministère de la Santé. Si c'est une épidémie, ça suppose qu'il faut fermer les limites de Dolisie et du Niari pour que ça ne se propage pas
dans les départements voisins. Or, tous les jours, il y a des passages entre Pointe-Noire et Dolisie. Mais si c'est une épidémie, imaginez que ça atteigne Pointe-Noire, ville de 800 000 habitants. Vous faites comment? Si vous n'arrivez pas à gérer ça à Dolisie, comment vous allez gérer ça à Pointe-Noire? Si vous n'arrivez pas à gérer ça à Dolisie, comment vous allez gérer ça à Brazzaville avec plus d'1 million? Voilà des ministres qui sont toujours là dans le paraître et qui montrent une incompétence dans la gestion. Il faut donc se poser la question de comment on utilise notre richesse pour régler les problèmes des populations, notamment l'eau potable. Donc, ça pose la question aujourd'hui. Évidemment, ici, comme vous l'avez dit, Didier Moueni-Volo, ça relance un peu la question de la redistribution des richesses du Congo, parce que ici se pose aussi un problème, vous l'avez dit d'ailleurs, d'accès à l'eau potable. Au niveau de Dolisie, je crois qu'il y a un son comme ça qui commence à monter où les gens déplorent l'accès difficile à l'eau potable. Apparemment, il n'y a même pas un réseau d'adduction d'eau Les fiable. gens boivent l'eau de puits. Alors, j'ai échangé avec pas mal de gens à Dolisie depuis que, d'ailleurs, vous savez, M. Perrin, lorsque j'appelle Dolisie et Pointe-Noire, les gens me disent, on n'est même pas au courant qu'il y a une épidémie. C'est toi qui nous informes. J'ai dit, si, dites-moi quel type d'eau vous buvez. Soit des forages, soit des puits que les gens ont creusés eux-mêmes. Et comme nous sommes en période de saison sèche, le niveau est très bas. Moins il y a d'eau, plus il y a concentration de microbes. C'est ce qui fait que je ne suis pas épidémiologiste, mais le peu qu'on a étudié à l'école, c'est pour cela que dans les villages, quand on va prendre l'eau pour boire dans les villages, on va plus vers le milieu de la rivière qu'au bord. Au bord, il y a moins d'eau, ça coule moins, donc il y a une forte concentration de microbes qu'au milieu de la rivière où il y a plus de débit et l'eau coule beaucoup. C'est ce qui fait que dans ces puits-là, mais ces puits-là, c'est des réservoirs de microbes. Oui, mais évidemment, moi, ma question, comment expliquer qu'en plein 21e siècle, troisième ville du Congo-Brazzaville, un pays, comme on l'a dit tout à l'heure, très riche en ressources naturelles, on a le pétrole, le bois, les minerais, tout ce qu'on a, on a des fleuves un peu partout, on a des rivières. Comment se fait-il que la troisième ville du pays manque d'eau potable? Mais franchement, je le répète, c'est la médiocrité du gouvernement parce que l'argent, nous l'avons. Les ingénieurs, nous les avons. Toutes les questions que vous posez, M. Perrin, la solution, c'est on se met d'accord sur l'utilisation de l'argent public. Les 3 000 milliards qu'on crée chaque année, combien pour l'éducation, combien pour la santé, combien. Et moi, je suis pour Et il qu'on faut aussi fasse. rappeler, Didier, pardon, il faut rappeler que le Congo compte à peine 5 millions d'âmes. Très facile à gérer, non? Mais très facile à gérer, il suffit d'utiliser les bonnes compétences. Et il y a une chose, M. Perrin, que je voulais dire, il faut arrêter avec l'utilisation de l'argent liquide. Moi, président, la première chose que je ferai dans la loi finance, c'est de supprimer l'utilisation des espèces. Tout argent public doit être tracé au niveau de la dépense. Virement bancaire, chèque, carte bleue. Monsieur Perrin, quand Massamba Deba quitte le pouvoir, Massamba Deba laisse au trésor des richesses énormes. Lorsque Ngouabi, Yomi, Sassou Nguesso arrivent au pouvoir en 1969, il trouve des lingots d'or au trésor, il trouve des pointes d'ivoire au trésor, il trouve une richesse qui devrait aider le Congo à continuer à avancer. Est-ce qu'il y en a encore là-bas? Mais Massamba Deba n'est pas parti avec ça à Boko. Quand Massamba Deba repart à Boko, il fait ses plantations. C'est Wabi, Yomi, Sassou Nguesso qui ont tout pillé. Et donc, ces gens ne savent pas gérer, c'est tout. Ce n'est pas les aimer ou ne pas les aimer. On n'est pas dans ce sujet-là. Ils ont montré leur incompétence dans la gestion des affaires de l'État. C'est pour cela que les Congolais doivent les faire partir, cette révolution du fleuve. Il y a d'ailleurs une pétition qui traîne sur Internet pour les crimes économiques. Lorsqu'on voit les sommes détournées par Christelle Denis Sassou Nguesso et toute cette bande, on n'est plus seulement dans des délits, on est dans du crime économique et ils doivent être jugés, ne serait-ce que pour les crimes économiques. Donc, si nous organisons notre système bancaire, si nous organisons nos lois financières, c'est-à-dire interdire la circulation des espèces au-delà de 10 000 ou de 20 000 francs, et que toutes dépenses au-delà de 20 000 francs, ils laissent une traçabilité et que les gens doivent rendre des comptes
je pense qu'en ce moment-là, on sera sur la bonne voie. Et à chaque fois que Encore j'ai... qu'il y ait, mais bien entendu, Didier Mouni-Volo, encore qu'il y ait la volonté politique, mais s'il n'y a pas de volonté politique, c'est pas possible, hein. Voilà, nous sommes pratiquement, On oui, appelle ça oui, le contrat social et le contrat républicain. le contrat social et le contrat républicain, oui. Autour de l'utilisation des richesses du Congo. Le président ne peut pas être tout puissant pour jouir de l'argent du pays et laisser les populations mourir de faim, mourir de maladie. Ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas la Évidemment, politique. il y a quelqu'un qui disait que voilà, le despote Denis Sassou Nguesso utilise l'argent du Congo. En fait, il a pris le Congo pour sa propriété, puisque maintenant il gère tout, il fait tout ce qu'il veut. Il a même emmené la banque centrale chez lui, dans son Ah oui, non, village, oui. où il Et là gère où il tout. donne Il les peut 2 donner des milliards à un milliards à Gabonais. qui il veut. On a vu comment est-ce que le Gabonais a été saisi, je crois, au niveau de la frontière. On voit l'argent circuler partout. Il peut Mais c'est choquant, prêter M. 100 Perrin. milliards Monsieur à la Perrin, Côte c'est d'Ivoire, choquant. oui. 3 Camerounais sont partis avec 2 milliards ou 3 milliards de la banque postale congolaise et les gens souffrent au Congo. Et cette Un affaire, Gabonais part avec 2 jusqu'aujourd'hui, milliards comme voilà, ça il n'y et a les pas de gens suite. souffrent. Pardon? Et dans cette affaire, il n'y a toujours pas de suite jusqu'aujourd'hui. Mais Monsieur Perrin, vous savez, il y a quelques années, quand je disais aux gens que quand vous regardez Sassou Nguesso, sur son corps, il a entre 30 et 40 000 euros d'habillement. Les gens doutaient, mais regardez, plus de 10 ans après, c'est ce que Non, mais le... là, tu parles de 40 000 euros. Moi, il faut rappeler aux Congolais, Denis Sassou Nguesso, ça se passe à Saint-Martin, où il est en train d'acheter une montre à 1 milliard de francs CFA. À 1 milliard de francs. Donc, 2 millions de dollars pour une montre et une chaussure Croco à 125 000 euros. Vous imaginez que Christelle Sassou Nguesso dépense des millions pour faire les travaux dans son hôtel privé quand on ne peut pas faire les travaux au CHU? Et vous voulez Oui, qu'on il applaudisse à dépense quel pouvoir? 800 000 euros pour faire les travaux de décoration dans Dans la ces villa. hôtels Oui, privés. Et zéro pour le CHU. Zéro pour les hôpitaux au Congo. On peut même acheter 800 000 euros, M. Perrin. On peut acheter combien de pompes pour pomper l'eau qui envahit la Likwala? Combien de pompes? Dans le pool, les produits agricoles pourrissent parce qu'il manque un pont. Il suffit de 50 000 euros pour refaire ce pont-là et évacuer les produits alimentaires vers Brazzaville pour que les gens mangent. On n'en a pas. et On va si on chercher le prenait par FMI. exemple les 15 milliards de francs CFA dont parle ici le canard enchaîné, on peut faire quelque chose au niveau du CHU qui manque de tout. C'est pour cela que je vous dis qu'ils détestent les Congolais. On n'a même plus besoin. Je suis fatigué de faire des démonstrations scientifiques, juridiques, politiques internationales. Avec le pouvoir de Brazzaville, spécifiquement le pouvoir du Congo-Brazzaville, c'est de la pathologie psychiatrique. Et donc, la seule solution, c'est une révolte populaire pour le mettre dehors. Et si demain, ils trouvent des psychiatres pour les soigner, tant mieux. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Parce qu'ils savent que s'ils partent, même les milliards qu'ils ont, ils vont les dilapider en moins de 5 ans. Sassou 1 a volé beaucoup de milliards. Or, lui-même, il le dit, écoutez-le parler, M. Perrin. Il dit qu'il a souffert, il a galéré, il manquait de l'argent. Mais comment il a dépensé tous ces milliards-là? Sassou 1. Après avoir dirigé le pays pendant pratiquement Il voilà, a volé pendant 12 ans. 12 La ans. richesse volée pendant 12 ans, Sassou l'a fini en 2 ans. Et il a fait le coup d'État parce qu'il n'avait plus rien. Parce qu'il galérait, il pleurait. Et depuis qu'ils sont là, 26 ans, ils n'arrêtent pas de voler. Didier Mouni-Volo, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, une avant-dernière question, puisque nous parlions de l'épidémie et nous n'avons pas épuisé ce sujet, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette épidémie finalement? Mais ce que nous pouvons retenir de cette épidémie, c'est que déjà, une chose qu'on fait lorsqu'il y a des épidémies, c'est communiquer, communiquer et encore communiquer, expliquer aux gens ce qui se passe et dire aux gens comment se protéger face à cette situation. Mais je suis bien conscient que ça reste difficile. Sans eau potable, sans un service d'assainissement public, c'est-à-dire il faut ramasser les poubelles, il faut donc mettre en place en tout cas un système de collecte des déchets, des ordures ménagères. Sans cette Et politique c'est publique, quand même curieux dans un pays comme le Congo qui engrange beaucoup d'argent avec son pétrole et tout ce qu'on a cité, qu'il n'y ait pas des politiques d'assainissement, il n'y a pas de services de voirie, tout ça, ça a disparu.
Oui, mais vous faites bien de rappeler que ça a disparu quand on était petit, quand on était gamin à l'école primaire, collège. Ce sont des choses qui existaient. Mais c'est la gestion. Et Peut-être toute une émission. nous avions même, dans le cas par exemple de l'eau potable, nous avions même des fontaines dans les quartiers où tout le monde pouvait aller, voilà. Il y avait des robinets dans toutes les parcelles de Brazzaville. Moi, j'ai connu ça. À Brazzaville, il y avait des robinets dans toutes les parcelles et sur chaque robinet, il y avait un On gobelet. accrochait un gobelet, oui, Voilà, pour les n'importe quelle passants. personne pouvait boire. Mais comme c'est les médiocres qui sont arrivés, ils n'ont pas pu poursuivre. Vous savez, il y a une loi mécanique. C'est naître et mourir. C'est une loi mécanique. Mais le développement, c'est une volonté de la conscience. Et quand vous êtes dirigé par des gens qui ont des consciences endormies, mais donnez-leur tous les milliards, ils n'en feront rien. Ça fait plus de 20 ans que je martèle cela. Il faut que ces gens-là partent du pouvoir. Et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui une pétition en ligne sur les crimes économiques. Les Congolais doivent aller regarder cette pétition, signer cette pétition pour qu'on puisse vraiment juger ne serait-ce que les crimes économiques. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. En tout cas, merci Didier Mouni-Volo. On ne peut pas continuer comme ça. Les Congolais doivent prendre évidemment leurs responsabilités en main. Denis Sassou Nguesso n'a plus rien à proposer aux Congolais. Ça a déjà été dit ici, redit tout le temps. La plupart des invités que nous avons ici le rappellent. Sassou Nguesso n'a plus rien à proposer. Évidemment, ça se fait sentir parce qu'on ne peut pas comprendre un pays d'à peine 5 millions d'habitants avec toutes ses richesses. Et on a rappelé ici 133 000 milliards de francs CFA dilapidés entre 2001 et 2022. C'est Se grave. retrouver dans ce même pays, on a 70% de la population qui croupit dans l'extrême pauvreté. Et aujourd'hui, on recourt vers le FMI et demander à cette population de consentir les sacrifices, c'est-à-dire payer les crimes commis par ceux qui sont encore là au gouvernement et qui circulent tranquillement, alors qu'on peut rapatrier tout cet argent pour trouver des solutions à la crise qui se pose. Parce que la crise du Congo aujourd'hui, la crise économique n'est pas due, loin de ceux qui pensent que c'est dû à la baisse du prix du baril de pétrole, c'est faux. Non, 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 c'est voulu. le prix, la crise au Congo est due à la malgestion, malgouvernance et au pillage économique. Et ça, c'est démontrable. C'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir donc suivis. La balle est dans le camp des Congolais. C'est à eux parce qu'on ne libère pas un peuple se libère. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci.